Thompson, a real oasis. Bet I can dive farther than you. Bet you can't. Bet I can. Can't. Whee! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler de lumière et de propagation de la lumière, et plus particulièrement de la réfraction de celle-ci. L'image que vous voyez affichée ici de l'ours qui a la tête coupée est un bon exemple de ce que peut être la réfraction et de ses conséquences. Je vous garantis en plus que cette image n'est pas une image avec des trucages. Elle est 100% naturelle. Il s'agit en effet du même phénomène que vous avez déjà pu observer dans votre vie lorsque vous avez mis un stylo, un objet, un pinceau ou tout autre objet que vous mettez dans un verre d'eau, comme ici présenté, et vous voyez comme une cassure qui apparaît lorsque vous êtes à l'interface RO. C'est le même phénomène qu'avec l'ours. C'est le même phénomène qu'observent les Marseillais 2-3 jours dans l'année, où ils peuvent entreapercevoir au loin le mont Canigou du haut de Notre-Dame-de-la-Garde, alors que cela est strictement impossible si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. En fait, ces trois images parlent toutes du même phénomène que l'on a énoncé précédemment, la réfraction. Si on analyse ces images, on pourrait déjà donner une définition succincte de la réfraction, en se basant sur deux critères. Premier critère, il s'agit de la déviation de la lumière. En effet, je vous rappelle qu'un objet n'est vu que si la lumière parvient à votre œil. Ainsi donc, si vous voyez la tête de l'ours coupée, c'est parce que la lumière qui vient de la tête de l'ours parvient à votre œil ainsi. L'ours n'a pas la tête coupée. Il s'agit bien donc d'une déviation entre l'air et l'eau pour l'ours. Deuxième critère pour la réfraction, il s'agit de deux milieux transparents différents, de l'air, de l'eau à chaque fois, et pareil dans le mont Canigou. Donc la réfraction, on pourrait dire, c'est la déviation de la lumière lorsque celle-ci traverse deux milieux transparents différents. Le physicien ne peut se satisfaire de cela. Il va chercher à plus comprendre. Alors, mettons-nous à la place d'un physicien et tâchons d'en savoir un peu plus. Première étape, la description de ce phénomène. Pour cela, appuyons-nous sur l'exemple qui s'affiche à votre écran. Vous avez une cuve contenant un liquide et ici de l'air, un rayon laser qui éclaire ici la surface séparant les deux milieux transparents et un rapporteur derrière pour peut-être faire quelques mesures d'angle. Pour bien décrire cette situation, représentons cette image avec un schéma. Voici par exemple une représentation possible. Ce rectangle correspond à la surface séparant ici et vous retrouvez les trois rayons, ici deux en rouge et un en vert, qui correspondent à cela. Comme il s'agit de rayons de lumière, je vous rappelle des connaissances de collège, on est obligé de représenter le sens de propagation de la lumière avec des flèches. On les rajoute sur le schéma. Donc on a une propagation qui est comme celle-là, la lumière qui arrive sur ce point, et un rayon qui va là, qui correspond au rayon qui est ici, qui va donc dans le liquide, et un rayon qui va ici, qui correspond donc au rayon qui repart ici dans l'air. Donnons quelques noms. Ce rayon ici, qui arrive, on l'appelle le rayon incident. Le rayon qui est ici, qui donc traverse le milieu séparant l'air et le milieu liquide, est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Et le troisième rayon, celui qui est ici en vert et donc qui repart, comme il semble rebondir, est ce que l'on appelle le rayon réfléchi. Deux autres vocabulaires encore nécessaires pour décrire bien cette situation. Le point d'incidence, qui correspond donc au point de contact entre le rayon incident et cette surface séparant l'air et le milieu liquide. Et autre vocabulaire, le dioptre, ici, qui correspond en fait à cette surface. Je pourrais vous donner une définition plus précise du dioptre. C'est la surface, on le remarque bien par cette surface géométrique, la surface séparant deux milieux transparents aux propriétés différentes. Alors, deux milieux transparents aux propriétés différentes, ça peut être de l'air et de l'eau, comme tout à l'heure dans l'image de l'ours coupé, ça peut être de l'air et du verre, quelque chose qui est très familier aux personnes possédant des lunettes, ou ça peut être de l'air
mais aussi de l'air, donc deux milieux transparents. Vous allez me dire, ils ne sont pas différents. Si, ils peuvent être différents si les couches d'air n'ont pas les mêmes températures. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe lors des effets de mirage, comme par exemple avec le mont Canigou. Décrire un phénomène est une première étape indispensable pour bien le comprendre. Mais le physicien, lui, ne veut pas s'arrêter là. Il ne peut pas s'arrêter là d'ailleurs, car comment peut-il utiliser un phénomène naturel pour faire évoluer le monde s'il ne le comprend pas parfaitement? Pour cela, il est obligé de passer à une étape de modélisation. Alors pour modéliser ce phénomène, on va déjà le simplifier. Nous parlons bien de réfraction. Donc, le rayon réfléchi ici en vert, on l'enlève et on le considérera une prochaine fois. Considérons donc uniquement le rayon incident et le rayon réfracté pour bien décrire ce phénomène. Rappelez-vous quelque chose d'indispensable, un phénomène ne peut être modélisé qu'à partir du moment où on est capable de le caractériser, c'est-à-dire lui donner des propriétés physiques précises, à savoir mesurer des grandeurs physiques. Puisqu'il s'agit de rayons et de déviations, une des grandeurs physiques qui tombe de sens pour modéliser est la mesure d'angle. Ces angles vont être mesurés par rapport à la droite qui vient de s'afficher ici en pointillé, qui est la droite dite normale. On va donc mesurer l'angle d'incidence ici en considérant le rayon incident et la droite normale et non le rayon incident et la surface ici que l'on appelle le dioptre. J'insiste sur ce point car c'est une erreur courante que l'on rencontre malgré toutes les alertes que l'on fait. De même, on va mesurer l'angle de réfraction entre la droite normale et le rayon de réfraction ici. Maintenant que l'on a posé les bases de la modélisation et de la mesure des angles associés, tâchons de comprendre comment varie l'angle de réfraction lorsque l'angle d'incidence varie entre la droite normale et le dioptre. Pour ce faire, on peut utiliser un dispositif expérimental assez simple comme celui-ci, où vous avez un laser qui émet un rayon de lumière, dans de l'air par exemple. Ici, un objet transparent tel que ce demi-cylindre en plexiglas, et un rapporteur qui, lui, évidemment, sert à mesurer les angles d'incidence et les angles de réfraction. Alors, lorsque l'on fait varier cet angle d'incidence et qu'on mesure l'angle de réfraction, on remarque que l'on a une droite linéaire lorsque l'on trace non pas l'angle I en fonction de l'angle R, mais le sinus de l'angle I en fonction du sinus de l'angle R. On a donc une droite linéaire qui correspond à une situation de proportionnalité. Si vous ne vous souvenez plus le lien entre droite linéaire et proportionnalité, je vous encourage à regarder la vidéo qui s'affiche ici. J'insiste bien encore une fois, on a donc une situation de proportionnalité puisqu'on observe une droite linéaire lorsque l'on trace le sinus de l'angle d'incidence par rapport au sinus de l'angle de réfraction, avec le vocabulaire que l'on a pris, sinus de I en fonction de sinus de R. On peut donc écrire l'égalité mathématique suivante, le sinus de I est égal à K fois le sinus de R, à savoir le sinus de l'angle I est égal à un coefficient de proportionnalité multiplié par le sinus de l'angle R. Tâchons d'en savoir un peu plus sur ce coefficient de proportionnalité que nous avons noté K. Les scientifiques ont montré que ce coefficient de proportionnalité K s'exprime de la manière suivante, NR sur NI, où NR et NI sont les indices de réfraction des milieux contenant les rayons incidents et réfractés. R pour réfracté, I pour incident. C'est très bien, mais dit ainsi, on ne comprend pas vraiment plus à quoi correspondent ces indices de réfraction et donc ce coefficient de proportionnalité K. Heureusement, les travaux des scientifiques ont permis de comprendre plus à quoi correspondent ces indices de réfraction. L'indice de réfraction NI et NR correspondent en fait au rapport de C divisé par VI ou C divisé par VR. Alors qu'est-ce que C? C'est la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Et à quoi correspondent VI et VR? Tout simplement aux vitesses de propagation de la lumière dans les milieux concernés. VI, le milieu incident, VR, la vitesse de la lumière dans le milieu contenant le rayon réfracté.
Arrêtons-nous quelques instants pour bien comprendre ces 4 petites équations. Première situation, le coefficient de proportionnalité K ici est égal à 1. Cela entraîne que le sinus de l'angle I est égal au sinus de l'angle R. Autrement dit, il n'y a pas de déviation de la lumière, il n'y a pas de réfraction. Pour que ce coefficient de proportionnalité soit égal à 1, il faut que NR et NI aient la même valeur. Quand est-ce que NR et NI ont la même valeur? Si et seulement si VI et VR ont les mêmes valeurs. Autrement dit, si la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu incident est égale à la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu réfracté. Pour qu'il y ait réfraction, il faut donc que ce coefficient de proportionnalité K soit différent de 1. Pour qu'il soit différent de 1, il faut que NR et NI soient différents. Pour que NI soit différent de NR, ce n'est pas C qui varie, c'est VI ou VR. Conclusion, pour qu'il y ait réfraction, il faut que la vitesse de propagation dans le milieu incident de la lumière soit différente de la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu réfracté. On a alors une meilleure compréhension du phénomène de réfraction qui peut se résumer de la manière suivante. La réfraction correspond à la déviation de la lumière lorsqu'elle passe deux milieux transparents différents et cette déviation est liée à une vitesse de propagation de la lumière dans les deux milieux qui est différente. Pour mieux comprendre cette notion de vitesse de propagation différente sans passer par les équations, je vous propose la vidéo qui apparaît à l'instant. Comme dit précédemment, les phénomènes de mirage sont liés à des phénomènes de réfraction. Mais ne nous y trompons pas, un mirage ne correspond pas à un objet qui semble être présent et qui en fait n'est pas présent, comme ce qu'a pu vivre Dupont et Dupont dans les situations introductives. Un mirage correspond à un phénomène de réfraction, c'est-à-dire qu'un objet semble être présent à un endroit, mais en fait il est légèrement décalé, puisque la lumière provenant de cet objet est déviée quand elle change de milieu transparent. Tâchons maintenant de synthétiser toutes ces équations pour arriver à une équation finale plus simple. On remplace le facteur de proportionnalité K par NR sur NI et on obtient cette équation. On arrange un peu cette équation et on obtient l'équation suivante. NI fois sinus I égale NR fois sinus R. Ce qui peut se dire aussi, l'indice de réfraction du milieu incident multiplié par le sinus de l'angle incidence est égal à l'indice de réfraction du milieu réfracté multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Cette loi est dite loi de Snell et Descartes, des deux scientifiques qui ont beaucoup travaillé dessus. Petit point de vigilance sur l'utilisation de cette loi, les angles d'incidence et de réfraction doivent être exprimés en degrés et non en radians. Alors attention à vos calculettes, à bien choisir les bonnes options pour avoir les bonnes unités. Les phénomènes de dispersion et de réflexion de la lumière sont intimement liés à la notion de réfraction. Ainsi, avant d'aborder ces notions dans 2 prochaines vidéos, veillez à bien travailler la notion de réfraction. Pour cela, vous retrouverez sur le site internet de la physique-chimie en classe, à la page seconde, dans la rubrique concernant cette séquence, donc dans le thème 3, séquence 14, réfraction et réflexion de la lumière, la vidéo que vous êtes en train de visualiser, un cours écrit, un QCM pour se tester sur vos connaissances, ainsi que les activités et leurs corrections avec des exercices corrigés. Alors bon travail et surtout n'oubliez pas que seul n'a de valeur que le travail réalisé en profondeur, dans un engagement total et dans une lutte où se livre tout entier. Ainsi ne baissez pas les bras si vous rencontrez des obstacles car votre acharnement vaincra toutes les difficultés. Prenez soin de vous et à bientôt.